Nous sommes le 26 janvier 2021 et ça fait déjà un an que Kobe nous a quittés dans un tragique accident d'hélicoptère avec sa fille notamment et 7 personnes. Aujourd'hui, nous voulions avec Erwan rendre encore un hommage à notre joueur préféré. Oui, exactement. Célébrer la mémoire de Kobe en se rappelant de bons souvenirs, avec une question plutôt aussi intéressante entre cette dualité entre le numéro 8 et le numéro 24, ces deux numéros qui finalement presque coupent sa carrière un petit peu en deux. Absolument. C'est un grand tu préfères, c'est plein de questions qu'on va se poser autour de ces deux numéros. Mais avant ça, petite surprise, c'est maintenant, c'est tout de suite. I wanted to be the best big brother that I could be. He wanted to be the best basketball player that he could be. Well, the Lakers have two. Bryant to shot! Los Angeles Lakers have made it 3 straight. This kid had passion like you would never know. 20 for 46 from the This is 18 for 20 from the line and an 81-point game. What Kobe Bryant was to me was the inspiration that someone truly cared the way that he wanted to play the game. No one knows how much time we have. That's why we must live in the moment. Des frissons, merci à Camille qui nous avait concocté notre générique du First Day Show toute la saison dernière et qui a fini cette incroyable petite vidéo cette nuit, qui nous l'a envoyée et on était obligé de le diffuser. Honnêtement, t'es trop fort mon pote, hein, je te le dis, et puis, incroyable. On peut dire qu'on l'a découvert nous là, à l'instant, donc en plateau, et frisson, effectivement, il n'y a pas d'autre mot. Frisson, la voix de Michael Jordan, des images, ses rivaux, les jeunes qui ont été inspirés par Kobe. On a vu Devin Booker, on en a vu plein d'autres. Des frissons, absolument. On va essayer maintenant de parler de Kobe de la meilleure des manières, puisque je le disais en intro, clairement c'est notre joueur préféré de notre adolescence jusqu'à l'âge adulte. Il nous a accompagnés pendant toutes ces années, j'ai envie de te dire. On en a déjà beaucoup parlé, mais aujourd'hui on va s'intéresser aux joueurs, de toutes ses facettes, de toute sa gamme aussi technique, parce que pour Kobe, c'est toujours important de mettre sa gamme technique en avant et sa mentalité, et on va s'intéresser dans une première partie, cher Erwan, à son palmarès pour différencier le numéro 24 et le numéro 8. Alors allons tout de suite sur le palmarès de Kobe avec les deux numéros, s'il te plaît Tom. Erwan, je te laisse découvrir ce petit tableau qui est très beau d'ailleurs. Bah, découvrir, c'est mignon. Hein, oui, redécouvrir. Merci, ça me fait plaisir. Tout de suite, on voit bien qu'avec le numéro 8, très vite, il gagne. Hein. Il gagne très vite ses 3 titres de champion là, avec le Shaq, dans un rôle de second, que ça lui plaise ou non, mais même lui le savait, mais c'est déjà du très très bon Kobe. C'est ce Kobe-là qui va d'abord nous séduire. Et puis ensuite, on voit avec les Lakers, le Kobe émancipé, qui va avoir du mal à retrouver les sommets de la NBA, mais qui fera 3 finales NBA, dont 2 titres, et le dernier notamment face aux Celtics, avec cette finale en 7 matchs. C'est toujours important aussi dans la legacy, on va reparler de taper les Celtics sur un match 7. Un titre de MVP, ça sera le numéro 24, All-Star 10, 8 de l'autre. Mais ça, c'est plutôt anecdotique, puisqu'on sait que de toute façon, c'était un joueur très vite installé parmi le gratin. Et puis All-NBA First Team, 3-8. Et il est 8 avec le 24. Je ne pensais pas qu'il y avait une grosse différence. C'est peut-être ça la découverte de ce tableau. Il y a une grosse différence. C'est vrai que pour différencier un peu le Kobe numéro 8 et le Kobe 24, donc qui changera de numéro à été 2006, il y a le Kobe qui monte en puissance, donc le jeune Kobe, Afro-Kobe notamment, et le Kobe mature, avec la fin qu'on connaît, qu'elle pour le coup a parfois manqué de maturité, on pourrait le dire comme ça. On va essayer de décrire un peu aussi nos sentiments vis-à-vis du début et de la fin, parce qu'elles se ressemblent, c'est-à-dire qu'elles sont ratées. Pas le dernier match évidemment, mais les quelques saisons du début et de fin. C'est vrai que la première chose qui me saute à la gueule comme toi, c'est la All-NBA First Team. Après, on peut l'expliquer par le fait que Kobe, en fait, avec le numéro 24, est la superstar de la Ligue. Alors oui, il y a LeBron, il y a KD qui arrive, on peut en discuter, mais le numéro 24, c'est le MVP Kobe, quoi.
Oui, c'est ça, c'est le papa, il a pour lui le passif, on sait que ça marche un petit peu comme ça aussi NBA, on prend un petit peu souvent the big picture, comme ils aiment bien dire, et qu'avec le numéro 8, il y a déjà une énorme concurrence, hein. Il y a des Allen Iverson déjà, il y a des T-Mac, il y a cette époque-là, Kobe n'est pas encore le numéro 1 qu'il va devenir sur son poste, et il y a une vraie concurrence au début des années 2000, alors certes, avec le Shaq qui gagne, il est au sommet, mais sur l'individualité, il y a d'autres joueurs, sur son profil et sur son poste, avec lesquels il se tire la bourre, ce qui peut expliquer simplement, c'est simplement 3 first teams, ce qui reste déjà énorme pour son jeune âge, il est très jeune. Hein, pour toi lequel des deux a le meilleur palmarès? Parce que d'un côté, on l'a dit, 3 fois champion, donc le numéro 8 a plus de titres. De l'autre côté, tu as 2 fois champion, 3 finales, tu l'as dit, avec 2 titres de MVP des finales et le titre de MVP de saison. Alors qu'est-ce qui vaut le plus? C'est tellement difficile. Oui, c'est difficile. C'est très dur. J'ai toujours envie d'aller sur... Il y a l'accomplissement d'adulte, et quelque part, c'est ce dont il rêvait, de gagner seul, de gagner en numéro 1 est clairement établi. Maintenant, ce qu'il fait en étant numéro 8, si jeune, il y a dès 22 ans, il est champion de NBA avec un rôle incroyable. Chaque fois 3 fois MVP des finales, sans vraiment de débat parce qu'il est dans son prime et qui surdomine. Il fait des stats extraordinaires, mais derrière Kobe, il est à 26, 27, 28 points par match sur des finales NBA, avec chaque fois ce qu'il a eu besoin de prendre, lui, le leadership, il l'a fait à la perfection. Je parle sur les 3 titres gagnants. On ne va pas jusqu'au final face à Détroit. J'irai quand même sur le numéro 24 au niveau du palmarès, parce qu'il y a ce titre de MVP qui, quand même aussi, classe un joueur. Il y a moins de titres. Il y a 2 finales, 2 titres, mais il y a ce titre de MVP et il y aurait certainement pu en avoir un autre. Donc j'irai quand même sur le 24. Moi aussi, j'irai sur le 24. Hein. Si je dois cocher sur cette première ligne pour comparer le 24 et le numéro 8, je pense qu'on est tous plutôt d'accord pour dire que ce titre de MVP et les 2 titres de MVP des finales en tant que numéro 1 vont dans le sens de Kobe, numéro 24. On est en train de le voir juste derrière, tout content, à célébrer son 5e titre. Il était content parce qu'il dépassait le Shaq aussi, hein, et dans ses objectifs de fin de carrière, enfin de carrière. C'était très important d'avoir un titre de plus que Shaquille O'Neal, son ancien compère. La deuxième question que je vais te poser, Erwan, elle est tout à fait subjective, cher ami, puisque c'est sur le kiff. Quel est le Kobe que tu as préféré dans le kiff? Tu sais que j'aime bien faire des comparaisons avec les histoires d'amour. Et Kobe, quelque part, c'est une histoire d'amour et une longue histoire d'amour qui a plutôt bien marché. Donc c'est au début, t'es jeune, t'as 15 piges, moi j'avais 14 ans, je découvre Kobe. Donc je découvre Kobe un petit peu comme la passion d'une première histoire d'amour. Adolescente, c'est fou, c'est passionnel, on lui pardonne presque tout, alors qu'il y a des fois on doit dire, bah non là tu t'es... Mais c'est pas grave, le airball face à Utah... Les 4 airballs. Les 4 airballs, c'est pas grave, tu restes mon gars, parce que derrière il y avait ces highlights, c'est qu'on avait encore ce rapport un petit peu tu vois... fantastique au basket, on n'était pas encore dans le « ah là, tu gagnes pas encore ». Le côté émerveillé. Exactement, le côté émerveillé. Et ensuite, on vieillit, lui aussi vieillit, et puis tu arrives dans une situation un petit peu stable, tu sais ce que tu as, il y a moins de passion qu'au tout début, mais tu sais que t'es quand même un truc, tu sais ce que t'as. T'es dans une relation équilibrée, en fait. Dans une relation équilibrée. Et sur la fin, où Kobe a été agaçant, notamment sur sa dernière saison, où là, honnêtement, moi, il me sortait un petit peu par les yeux à vouloir tout mettre autour de lui, alors qu'il y avait des jeunes à développer, qu'il a pris un petit peu en otage cette franchise des Lakers. Eh ben, qu'est-ce qu'il fait dans une relation qui dure sur la fin? Tu te rappelles du début. Et donc, moi, c'est mon Kobe 8. Parce que dans une relation qui dure, passionnelle, amoureuse, quand ça va mal, qu'est-ce qui fait que tu l'aimes encore? C'est les débuts. Donc moi, je vais sur Kobe 8 parce que c'est tout un début. Le voir arriver avec son afro, le voir sauter la fac pour arriver directement en NBA, avoir ce flow, amener quelque chose. Finalement, Tony Parker le dit souvent, c'est celui qui s'est rapproché le plus de Michael Jordan. Et dans les années 90, il y avait déjà ce débat autour de qui sera le prochain Jordan. Jordan, il y a eu plein qui sont cassés les dents. Les Harold Miner, d'autres, j'en parle. Mais lui, clairement, tout de suite, très jeune, il s'est rapproché. Et c'est celui qui a tenu la dragée, qui s'est rapproché vraiment le plus de Michael Jordan. Dans le style, on parle surtout, dans le style, dans la mentalité. Après, dans le palmarès, on n'est pas là pour faire un débat autre. Mais voilà, moi, j'irais quand même sur Kobe 8 parce que c'est d'abord avec ce numéro et avec son style de jeu-là qui m'a conquis. J'aime bien l'idée du numéro 8 pour un truc, c'est que, contrairement à l'arme létale qu'il devient avec le numéro 24, il y a encore beaucoup de fougue dans son jeu. Même dans les très hauts niveaux, enfin dans les hauts niveaux que sont les matchs de play-off, tu vas retrouver des crosses improbables, des énormes dunks, parfois aussi des excès avec des surpressions défensives. On voit là défendre, ça doit être son 2e match là, à Chicago contre Jordan, où il met 36 et 33. Il y a ce truc de
je veux montrer à tout le monde que je suis le meilleur alors que je ne suis qu'un lycéen qui arrive en NBA. Il me mettra un peu de temps à s'installer dans la rotation et parmi les meilleurs joueurs de NBA. Mais il a déjà ce côté hyper flashy, hyper reconnaissable. Tu parlais de la coupe afro. Ça fait partie de l'héritage du joueur. C'est-à-dire que tu le reconnaissais directement sur un terrain, avec son numéro, avec son style. Aussi le fait qu'il veuille ressembler à Jordan. Je pense justement à la photo qui est derrière toi, Erwan, avec ce brassard qui, encore une fois, où il voulait faire du mimétisme avec Michael Jordan. Mais c'est vrai que c'était voilà, la fougue du jeune mec qui veut dominer. Ça, c'est un truc quand même qui nous rappelle nos jeunes années. Donc, tu as raison, dans les premières années Il gagne un d'amour. concours de dunk aussi. Et le fait de gagner un concours de dunk qui est très honnêtement tout pété. un petit concours Il a de gagné, bravo à lui, mais c'est pas du tout un truc qu'on mettra en avant, puisqu'un gars qui gagne un concours de dunk sans enlever son survêt déjà, ça fait pas kiffer. Et puis faire un rider qu'on pourrait peut-être placer un pied. à un pied, et ben bon. Mais bon. Et après, il y a un truc dans son flow, il y a aussi la transformation physique entre un gars qui est plutôt fin dans ses premières années à l'été 2002, été 2003, où en fait il prend, je sais pas, 7 kilos de muscle et il revient, mais hyper tanké, comme on le connaîtra sur toute la suite de sa carrière. Non, c'est pas LeBron qui est encore plus costaud, mais tu sens la différence dans le travail, et ça fait encore une fois penser à Michael Jordan, qui dans le The Last Dance, il s'est très mis en avant. Quand il perd contre Détroit, encore une fois, eh bien, il va à la salle de muscu dès la défaite avec Scottie Pippen, et là, il pousse de la fonte pour pouvoir répondre aux coups, aux défenses physiques de la conférence Est de l'époque. Donc j'aime bien aussi cette idée de l'évolution physique de Kobe, parce que finalement le numéro 24 ne change pas beaucoup. Bon, il perd un tendon d'Achille à la fin, mais tu vois, il est plutôt linéaire, le numéro 24. Ouais, alors il est dans son prime, il y reste quoi. Exactement, Voilà. C'est un général de guerre, quoi, réfléchi, qui place ses pions. Le numéro 8, c'est le numéro de tous les excès. Tout à fait. C'est le numéro de tous les excès, c'est les 81 points. C'est cette série de matchs où il met plus de 40 pendant 5 ou plus de 50 même pendant 5 ou 6 matchs. Il y a 49 matchs. Voilà, c'est ça. C'est le numéro de tous les excès. Il s'embrouille avec Phil Jackson, il s'embrouille avec Shaquille O'Neal. Il les fait virer des Lakers. Derrière, il y a très peu de coachs qui arrivent à s'installer. D'ailleurs, il faudra le retour de Phil Jackson pour retrouver un petit peu de stabilité. Il est dans un excès dans les vestiaires aussi, où il a son vestiaire à lui tout seul. Il est odieux avec ses coéquipiers, mais en même temps, il fait des choses sur un terrain où on se dit waouh, mais on n'a jamais vu ça, ou presque. Donc, j'ai l'impression qu'il y a presque plus de choses à raconter. On pourrait presque écrire un livre plus épais sur le 8 que sur le 24. Oui, parce que le 24, en fait, rentre un peu dans le rang. Alors, pas en termes de niveau, mais sur le leadership et tout ça, en fait, il devient un leader naturel. Voilà, la maturité. Moi, le 24, elle est très simple. J'ai une question pour toi. Comment tu prends, toi qui étais donc un grand fan de Kobe aussi, quand il change de numéro, comment tu le prends? La première chose, nous, on se dit tous, c'est marketing. Tu vois, ça me paraît tout à fait évident. De changer de numéro, personne ne l'a jamais fait, en tout cas à ce niveau de starification de joueurs. Donc on se dit tous, en fait, ce numéro 8 qui ne valait pas grand-chose, parce que, juste pour rappel, lui, son numéro, c'est le 33, mais Karim Abdul-Jabbar a déjà son numéro en haut du plafond du Staples Center. Donc il additionne les chiffres de son numéro 1, 4 et 3 du ABC Camp. Donc il prend le numéro un peu par défaut. Et il y a l'autre histoire, qu'il ne dit jamais, mais qui est un peu implicite, c'est qu'il se sent plus fort que Jordan, et qu'en ayant le numéro 24 plus fort que le 23, il se dit, voilà, comme ça, je vais dépasser Jordan. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'avais pris à l'époque, et lui, il donnera d'autres explications, mais personne ne change de numéro. Quand t'as 30 piges, tu vois, il a 29 ans, il change de numéro, ça n'a aucun sens. Il y en a un qui l'a fait. Hein. LeBron ? Ouais, ou Michael Jordan. Michael Jordan, mais c'est vrai, mais sur un retour de retraite, tu sais, c'est pour son père, le baseball, il y avait autre chose. Là, c'est vraiment change de numéro. D'ailleurs, regardons vite fait cette petite déclaration de Kobe. Donc, quand tu arrives à une certaine maturité de ton niveau, tu te demandes comment je peux aider les autres à grandir, comment je peux être leader d'un groupe et le faire progresser. Ça, c'est la déclaration qu'il associe au numéro 24. Donc, on parle toujours de la maturité et de l'évolution de Kobe, elle est claire. Pour le numéro 8, voilà ce qu'il disait, et ça fait exactement la bascule entre ce qu'on dit entre le numéro 8 et le numéro 24. Il est plutôt dans un truc de « je veux prouver que je suis le meilleur ». En entrant dans la ligue, tu chasses littéralement tout le monde parce que tu dois montrer qui tu es. C'est exactement ça, en fait, la différence entre les deux. Mais oui, complètement. Mais de toute façon,
quand il arrive dans la ligue, il a envie de manger tout le monde. Il a tellement envie de manger tout le monde qu'il a même envie de manger ses propres coéquipiers. Ouais, c'est clair. Parce que pour lui, il veut combattre la hiérarchie au sein de la ligue. On l'a dit à l'époque, il y a quand même beaucoup de profils comme Kobe sur des deuxièmes arrières, Iverson, McGrady, Vince Carter, tout ça. Il veut les manger, mais il veut aussi manger les gens au sein de son équipe. À l'entraînement, il y a plein d'histoires qui sont sorties comme quoi il était quand même d'une dureté incroyable. Et puis il y a le Shaq qui est le numéro 1, qui est le meilleur joueur, le plus dominant de la ligue, en tout cas à l'époque. Et il veut être le numéro 1. En plus, c'est deux caractères extrêmes. Un bosseur de l'extrême qui est à 5h du matin à la salle et un autre mec qui arrive plutôt tranquille au training camp et qui dit je commence ma saison en février, ça devrait le faire. Pire qui arrive souvent blessé plutôt que de se faire opérer pendant l'été pour revenir en forme au training camp. Lui il dit ah non, mon travail ça commence au training camp, c'est maintenant que je vais me faire opérer. Donc là-dessus, il y a une vraie opposition de philosophie, une vraie opposition philosophique, mais quelque part les deux ont raison. Un est trop fort, il n'a pas besoin finalement de forcer. Et l'autre, quelque part, c'est un bosseur, mais qui l'amène aussi au sommet. Donc, et que quelque part, même si il y a une guéguerre philosophique, il y a aussi une guéguerre d'ego. Et là-dessus, et Dieu sait que le Shaq a un énorme ego, c'est Kobe qui va la gagner. Pour montrer à quel point comme il a su fomenter aussi en coulisses, en allant voir Jerry West, en disant faut choisir, en mettant la pression pour dire je veux être transféré. On se souvient peut-être les Bulls étaient sur le coup. Il a été politiquement aussi très fort pour dire je bosse mon basket pour être numéro 1 des Lakers, mais politiquement aussi, je vais être malin. Et c'est ce qu'il a fait. Il a quand même réussi à faire renvoyer, on le rappelle, Phil Jackson et Shaquille O'Neal, c'est pas rien, quoi. Oui, non, c'est vrai, t'as raison. Je te repose la question pour mettre un petit check pour toi. Celui qui t'a fait le plus kiffer? Moi, c'est le 8. C'est le 8. Moi, c'est le 8 parce que c'est les premiers souvenirs. Le 24, je le connais, je suis plus vieux, je sais qui est Kobe, je le vois ça s'agir et on sait que c'était une étape. Moi, quand j'ai vu le 8, je l'ai adoré. J'ai pris ce numéro-là aussi quand je joue au basket pour ça. Quand il gagnait avec le Shaq et que le Shaq se barre, je dis voilà, maintenant la prochaine étape de la carrière de Kobe, c'est de gagner sans Shaq. C'est ce qu'il a fait, mais c'était presque déjà écrit. On était content qu'il le fasse, mais c'était écrit. Le 8, finalement, il y avait plein de fantasmes, surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. On n'avait pas toutes ces images-là. On le voit arriver, on voit qu'il y a un flow, on voit qu'il y a quelque chose, mais il y a aussi beaucoup de déchets. Et très vite, ça marche. Moi, le voir si jeune, si fort, pour moi, c'est le numéro 8, vraiment. C'est le kiff avant tout. Puis il est jeune, il sort avec Brandy. Il y a tout un côté, après, il sort avec Vanessa. Il y a tout un côté aussi people qui aura beaucoup moins après. Tout à fait. Je vais dans ton sens. Autant le palmarès, pour moi, va clairement du côté du numéro 24. Mais c'est vrai que le côté kiff, donc l'adolescence, évidemment. Quand il rappe et tout, quoi. Mais ouais, c'est pas ce qu'on gardera de meilleur de lui. Mais le numéro 8, en tout cas, sur le principe, m'a fait le plus kiffer. Autre question, quel numéro représente le plus Kobe? Et là, c'est plus difficile. Franchement, honnêtement, c'est impossible d'y répondre. Je vais te donner une réponse un peu de Suisse. Bah alors, ça te ressemble pas? Ça me ressemble pas, que je vais quand même argumenter parce qu'il y a clairement deux Kobe et ce changement de numéro, il est symptomatique de ça. Il y a le jeune Kobe qui veut prouver à tout le monde que lui, c'est le meilleur. Et finalement, quitte à faire exploser une équipe, quitte à faire des saisons, il ne va pas en play-off tout seul, quitte à se dire, je préfère gagner moins de titres, mais en gagner 2 tout seul, ou 3, bon, ils n'avaient pas réussi à en faire 3, mais je préfère en gagner 2 tout seul sans Shaq, plutôt que faire une legacy, en gagner 7 avec le Shaq, mais en étant numéro 2. On kiffe tous Batman, en plus ici, on a ce point en commun aussi, personne ne veut être Robin. Et si nous, on ne veut pas être Robin, imagine Kobe, il a archi pas envie d'être Robin. Donc, mais quelque part, à un moment donné, avec le 8, les excès, les 81 points, la saison à 35 points par match, à un moment, il se rend compte que lui, il bosse, il est trop fort, mais que seul, avec cette attitude-là, il ne pourra pas gagner. Et que quelque part, et c'est la beauté de ce sport, c'est que collectivement, il va devoir gagner. Et ce qui fait Trevor Ariza, l'arrivée de Pau Gasol, après ensuite Ron Artest, enfin Meta World Peace, le retour de Phil Jackson, la nouvelle relation qu'il va avoir avec Phil Jackson, ce Kobe-là aussi, c'est le numéro 24. Donc, je pense qu'il n'y a pas de numéro 24 sans numéro 8. Tu vois ce que je veux dire? Oui, absolument. Regardons quelques stats. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué de répondre. Quelques stats, les stats en carrière de Kobe avec le numéro 8, d'abord, pour découvrir ça. Et on va voir que c'est... Il y a des différences entre les deux numéros. Donc 24 points de moyenne à peu près avec le numéro 8, 5 rebonds, 4,5 passes, à 45% au tir. On rappelle que ces 2 premières saisons, c'est 7,6 points en rookie. Et ensuite, c'est 15,4. All-Star déjà. Hein. Voilà, All-Star. Et ensuite, après, il commence à mettre 20 wimp. Absolument. Tu as raison de préciser que sa première saison où il joue très peu. Et la deuxième saison, il est 6e homme. Voilà, mais il a du temps de jeu. Les 2 premières saisons, il est 6e homme. La deuxième, il est 6e homme. L'autre, la première, il sort du banc. Ouais. Donc avec le numéro 24, par contre, les stats sont un peu plus élevés, évidemment. Bah, regardons, super en tableau, comme ça, c'est encore mieux. 26 points donc pour le numéro 24, un peu plus de rebonds. En fait, le rebond et les passes se ressemblent a priori. Et au pourcentage aussi, il n'y a que
les points, mais ça s'explique, puisque tu passes de deuxième option à première option. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Maths P pour comprendre ça. Hein. Tu voulais dire un truc ? Non, je trouve finalement c'est assez proche. C'est avec le numéro 8 hein, qui réalise sa meilleure perf Tout à fait. en On va y venir. saison. C'était, tu l'as dit, on va revenir, Tout à fait. donc en 2006 Tout à fait. avec 35 points. Plus de Allons sur ses meilleures saisons, en tout cas d'un point de vue statistique, parce que c'est sa meilleure saison au point, mais il est clairement dans un excès, dans une petite équipe, où il ira en playoff la saison des 35 points, il se fera sortir par les Phoenix Suns de Steve Nash, mais mettre 35 points, et on voit que James Harden aujourd'hui, on sait combien c'est des performances extraordinaires. Donc 2005-2006, 35 points par match à 45% en tir, et sa meilleure saison avec le numéro 24, c'est évidemment celle où il est élu MVP avec 28 points. Il est assagi, il fait beaucoup plus de passes, donc 6 plutôt que 4.5, c'est ce qui est plutôt dans sa moyenne de carrière. Mais restons un peu sur la saison 2005-2006, où il est clairement entouré de Pimpoy, et il décide de montrer que lui aussi peut atteindre les hauts niveaux de Jordan en termes de scoring. Mais tu vois, il a entouré la faute de Pimpoy, c'est sa faute. Et c'est clairement sa faute. C'est un petit peu les débats qu'on avait. Alors, c'est un autre truc avec LeBron quand il arrive en finale face aux Warriors et qu'il se fait désosser, qu'on dit « Oh, mais il a une équipe de merde ». Oui, mais c'était sa faute s'il avait une équipe de merde parce qu'il était dans des caprices. Bref, passons. Le problème, c'est qu'il a une équipe de merde. Mais la Marodome qu'on adore, ouais, hein, ça. évidemment. Ça reste les Lakers, mais finalement, tous ces machins, on les regarde que pour lui. Et en fait, on a presque, nous, envie, de manière un petit peu égoïste, qu'il joue tous les ballons aussi. Tant à ce moment-là, il est dans un prime physique et technique, tant lui se sent inarrêtable et qu'il nous montre qu'il est inarrêtable. Et on a envie de voir tous ces matchs et qu'on a envie qu'il mette 40 à tous les matchs. Tu mets ta télé, tu dis ce soir, bon, déjà, il met 35 minimum, il met 35 de moyenne. Donc tu dis qu'il y a des matchs où il peut mettre 40-50 à tous les matchs. Tu étais devant ta télé, t'es comme si tu étais sur une série, tu vois, une série où chaque fois il y a un épisode où ça monte crescendo. C'est vrai qu'il y a ce côté où il est au top de sa forme physique, clairement. On va regarder quelques images de notre ami. Ça, c'est contre Dallas, donc ça doit être les 62 points ou c'est un mix tout court 62 points en 3 quarts temps. En 3 quarts temps, rien que ça. Et d'ailleurs, je pense que c'est dans ces moments-là où tu mets 62 points en 3 quarts temps, où tu dis, bah, en fait, peut-être que je peux m'approcher des 100. Parce que même si 100, il reste encore beaucoup de marge avec 60 points, tu as cette sensation que en fait, tu n'es pas loin d'avoir la deuxième performance la plus incroyable. Donc battre les 70 points, les 71 points de David Robinson notamment. C'est David Thompson aussi qui a plus de 70 points. Ouais, 70 tourons, je crois. 70 tourons, ouais. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté série où tu vas suivre tous les soirs, et le match des 81 points, c'est le match de Kobe par excellence, où tu es dans une équipe de merde, donc tu es mené de 20 points contre les Toronto Raptors, où en fait tu t'excites d'un coup en disant bon bah en fait, c'est soit j'inverse la vapeur à moi tout seul, quitte à sacrifier complètement un collectif, et on va chercher la victoire, soit en fait on va perdre. Ça n'a jamais dérangé trop. Ça ne l'a jamais dérangé de prendre beaucoup plus de tirs que ses copains, ça c'est vrai. Brad Turner, donc du LA Times, avec qui on est très proche et qui nous confie chaque fois beaucoup d'histoires, me disait que les 62 points en 3 quarts temps à Dallas et les 81 points, donc les 62 points où c'est au bout de 3 quarts temps, c'est lui qui demande à sortir, le match est plié, et sur le banc, il lui dit t'es sûr mec, parce que là tu peux aller à 70, hein. Tu peux aller chercher un record et tout. Il fait oui, je suis cool avec ça. Il savait qu'il était tellement fort que derrière, je ne dis pas qu'il avait prévu de mettre 80 points, mais pareil, quand il sort au bout des 80 points, et c'est Brad qui me raconte, il y a Bichot, donc Brian Shaw, qui lui dit sur le banc, mais gros, tu peux aller chercher Wilt. Il fait, non, c'est bon, il va s'asseoir. Et ça, c'est inexplicable. C'est pas Kobe qui est un peu dans une chasse au record aussi. Il a mis 81 points, il dit, c'est bon pour moi. Parce qu'il joue pas à la fin du match. Et ça, je trouve ça incroyable. Il n'y a pas d'explication. Maintenant, chacun a son fantasme. Mais je me dis, mais pourquoi il n'a pas voulu aller encore plus loin? Il est allé plus loin, en tout cas. On regardait vite fait les highlights du Toronto Raptors. C'est à Toronto aussi qui fait ça. Los Angeles Lakers, absolument. Jalen Rose, je pense aussi que Jalen Rose, dans ses cibles, c'est aussi pour ça qu'il fait cette performance, parce qu'il y a un vrai gars en face, donc il prendra cher. Mais dans l'histoire que tu racontes, c'est que le match est plié à Dallas. Là, le match, il fallait le gagner. Alors, il passe de moins 20 à plus 20. Regardez le score à la fin du match. Ouais, mais il sort, là aussi, il sort. Il sort, il a 2 lancers francs, il reste quelques secondes. C'est le moment de faire la standing ovation. De toute façon, que tu sois à 81 ou 82, 85, ça change plus grand-chose. Il sort parce que de toute manière, il faut sortir, le doigt vers le plafond. Il dira aussi que c'était pas le moment de rater ces 2 lancers francs-là, parce que c'est dommage de faire 0 sur 2 quand t'es à 79 points. Et tu vois toute sa détermination, sa concentration aussi dans ce match, des dunks, des fade-away, des tirs à 3 points avec la faute. De toute façon, Kobe savait tout faire. Et d'ailleurs, dans ses accomplissements de carrière, quand tu fais numéro 8 et numéro 24, on va aller un peu plus sur le numéro 24, parce que la différence entre les deux, c'est que
c'est un carnassier, c'est un carnivore, le numéro 8. Le numéro 24 a aussi ça, mais dans un style où il a totalement épuré son jeu, où en fait son jeu devient parfait, en tout cas techniquement, même s'il aura des excès de tir. Moi, il m'a rendu fou, hein, très honnêtement, dans des matchs de play-off, à refuser de faire des passes à des mecs ouverts. Hein. Si c'est pas Derek Fisher, il lui fait pas la passe, en gros. Ou Bogazol, on va dire. Donc Kobe avait ça aussi en lui. Et ce changement, et on va aller sur le changement d'identité, en tout cas le changement de mentalité, nous amène donc à ces 3 accomplissements, j'ai envie de te dire, avec le numéro 24. Sa sortie, les 60 points, évidemment. Sur record à la passe. Parce que c'est un passeur en fait sous-estimé, c'est-à-dire que il avait tellement envie de marquer comme Michael Jordan qu'il en a un peu délaissé la passe. Mais lorsqu'il décide de faire des passes, eh ben, il est capable de faire 17 passes D. Très Will Chamberlain comme état d'esprit. Ouais, c'est pas le meilleur état d'esprit de tous les temps. C'est des gros scoreurs, et puis quand on leur dit « Ah, mais t'es trop un scoreur », il fait « Ah bon ?» Ouais, très bien, et Will Chamberlain se souvient qu'il avait été pendant quelques mois leader à la passe de leur ligue pour montrer aux gens que c'était un bon passeur. C'est assez incroyable. Moi, ce que j'aime bien dans ce changement d'attitude, c'est que Kobe est un gagneur. Mais que Kobe, à bout d'un moment, dans ses excès, à plus de 35 points par match, eh ben, il comprend qu'il ne gagne pas. Il est loin de gagner, hein. Il n'est pas en finale NBA. Il passe pas un premier tour de play-off. Et quelque part, il y a et c'est peut-être le plus dur pour ces gens qui ont autant confiance en eux. Et on voit des joueurs actuels qui ont du mal. Je pense à un Russell Westbrook, par exemple, qui a du mal à basculer encore pour savoir dire comment je peux gagner, quels ingrédients je peux mettre. Je suis très très fort, mais autour de moi, il faut que je rende aussi les gens plus forts. Et ça, lui, il n'arrivait pas à le faire. Et finalement, il s'est dit, il faut que j'arrive à le faire pour gagner. Parce que si je ne gagne pas sans le Shaq, ça sera une énorme tâche dans ma carrière. Et hop, et après, il y a ce changement d'attitude dans le jeu. Il est plus passeur, il est plus leader. Et il s'entoure beaucoup mieux. Et surtout, il se laisse coacher. Et ça, c'est quand même une vraie bascule intellectuelle de se dire, non, pour gagner, en fait, il va falloir un coach, il va falloir des coéquipiers qui ont envie de jouer pour moi, et pas juste des mecs, des larbins que j'insulte, et que quand je leur dis shoot parce qu'il a pris à 13, eh ben, sur moi, eh ben, ils prennent le tir avec comme ça parce que... Je pense évidemment à Sponge Parker. Voilà, exactement. Et quelque part, et ce changement d'attitude-là, c'est aussi l'intelligence du mec. C'est-à-dire, je veux gagner, ok, je peux pas y arriver avec cette attitude-là, même si je mets 40 points par match. Et ça, je trouve ça intéressant dans la construction aussi du joueur, dans sa deuxième vie, tu vois, de NBA. Et certains devraient s'en inspirer parce que c'est bien beau de dire, ouais, Kobe, le travail, l'éthique de travail, mais à un moment donné, Kobe, il se sentait le meilleur du monde. Ce qu'il était sûrement, mais ça ne suffisait pas pour gagner. Et en tout cas, il y en a qui pourraient beaucoup s'en inspirer aujourd'hui en NBA. Il a évidemment beaucoup chialé, hein, Kobe, la saison 2006-2007, où en fait il dit soit vous trouvez un trade et vous renforcez l'équipe, soit je vais me barrer. Il y avait eu pas mal de rumeurs. Il y avait évidemment Chicago. Il y avait aussi Détroit, hein, dans les petites rumeurs. Pogazol arrivera et sa relation avec Pogazol en dit long, je trouve, sur le Kobe numéro 24. C'est-à-dire qu'il accepte une force intérieure, donc très complémentaire de lui, un super joueur de basket, super passeur, je ne vais pas présenter Pogazol, académique tout à fait, mais qui donc équilibre parfaitement cette équipe, le retour de l'attaque en triangle et de Phil Jackson, où tu as raison, il accepte de se faire coacher sans avoir le Shaq qui lui dit donne-moi la balle, de toute façon c'est moi le plus dominant, si tu veux gagner, donne-moi la balle. Donc il accepte effectivement d'être mieux entouré, il s'entoure aussi de soldats qui ne sont pas forcément à très haut niveau, je ne pense pas forcément à Derek Fisher, qui est parmi les joueurs moyens plus, mais d'un clutch fantastique, drafté lui aussi en 96, et leur relation de frères a beaucoup compté pour Kobe du deuxième règne, j'ai envie de te dire. Mais je pense par exemple à Vujacic ou à Ronny Turiaf. Et on sait tous que Kobe a vécu en Italie, qu'il a vécu en France, et ça on le ressent dans ses amitiés au sein du vestiaire des Lakers. S'il n'avait pas grandi en Europe, je ne pense pas qu'il aurait été aussi proche de Ronny Turiaf et de Vujacic, qui est vraiment devenu un pote. Très ouvert sur le monde hors États-Unis. Tout à fait. Et sur autre chose que le basket. Ouais. Bon, souvent, on parle il s'est intéressé à un moment donné à la musique, forcément au cinéma, puisqu'il a reçu un Oscar pour son Dear Basketball, son documentaire donc, autour du basketball. Donc, Kobe avait aussi ça en lui, et ça lui a permis, je pense aussi, en s'intéressant aux autres, de rassembler ce vestiaire. Je t'ai posé tout à l'heure la question, quel est le numéro qui définissait le mieux Kobe? En fait, j'ai l'impression que c'est le 24, parce que c'est là où il gagne, en fait, en tant que leader. Et ce changement, la maturité, en fait, c'est ça qui fait un homme. Alors oui, tu peux faire des conneries quand t'es jeune, mais ça reste que ta jeunesse, ça reste que ton adolescence. Ce qui compte, c'est de devenir un mec mature et tout ça. Et donc, dans ce cas-là, je mettrais un petit avantage à Kobe 24. Ouais, mais moi, ça se tient. Hein. C'est aussi bien de voir un mec dans sa maturité, de voir un mec bien dans ses pompes, et de se dire, je sais comment je vais gagner, et je sais où on va, où on va et comment on va y aller. Et ça, c'est vrai que c'était aussi agréable, parce qu'on adorait le voir scorer, mais on était aussi frustré de se dire,
Mais au bout d'un moment, il va faire quoi? Ça va être juste un scoreur. Et cette bascule-là, elle est archi intéressante. Et son attitude, quelque part, change. Dans son relationnel, on n'en parle pas assez dans son relationnel aux gens, tu viens de le dire. Et puis comme il a su dire à des gens, viens avec moi, on va gagner. Il a rendu les Lakers attractifs, alors que finalement, c'était un bourbier sur sa fin de période du 8, c'était un bourbier. Aller là-bas, c'était faire des passes, faire le sale boulot. Comme et se faire coach, insulter. hein, Rudici, Voilà. quand même, coach légendaire des Rockets, pas resté longtemps parce que Il était en fin de carrière aussi. il était en fin de carrière, mais bon. Qui avait plus la flamme. Non, c'est sûr, mais il l'empêche. Il n'empêche qu'à un moment donné. Champion pour le coup, Rudy. C'est clair. Ça nous amène sur une dernière question puisque donc on choisit le 24 pour cette Oui. question-là. Donc Oui. 24 représente plus Kobe. Même à l'international, j'ai l'impression que tu vois Kobe superstar en Asie et tout, c'est le 24. Kobe 8, c'est peut-être un peu plus pour les plus vieux déjà, et pour ceux qui étaient qui suivent le basket depuis très longtemps, tu vois, un peu les puristes, j'ai envie de te dire. Très bien. Dernière question. Quel était le plus fort? Bah, le plus fort, c'est le 24, quelque part. L'insouciance, c'est le 8, il est complètement... Il est fou, il se rend pas compte, il veut des responsabilités que je pense qu'il est pas capable d'avoir encore à ce moment-là, mais il y a une insouciance qui le rend kiffant. Mais le 24, c'est une machine de guerre, il sait exactement ce qu'il faut faire pour gagner et comment gagner. Donc c'est le 24 pour moi le plus fort, quelque part. Je me dis que si Kobe 8 avait été le leader de l'équipe, donc fin 2010, enfin fin 2000-2010, avec Pau-Gasol et tout, il n'aurait jamais gagné. Tu vois? C'est une bonne question. Alors, je suis persuadé que Kobe 24, avec le Shaq, ils auraient gagné. Autant, voilà, le Kobe 8, comme tu viens de l'expliquer, était trop dans le défi perso, la folie et tout, tu vois, se plutôt rappelle que que la deuxième faut être calme pour gagner La un saison titre. après le premier titre, donc il gagne en 2000. La saison d'après, il déboule et donc ils sont champions. Et Kobe, déjà, il se dit, c'est ma saison à moi. Et le début de saison des Lakers, c'est catastrophique parce que Kobe en fait des tonnes. Il y a des blessures aussi. Lui se blesse. Et quand il se blesse, ben, l'équipe des Lakers, elle commence à bien tourner. Et quand il revient, il se dit, ah ouais, en fait, d'accord. En fait, je peux pas faire ce que je fais parce que l'équipe tourne quand ça joue bien, c'est quand même mieux. Très tôt, comme ça, il s'est aussi cassé les dents et il a vu que finalement que même si c'est Kobe, que le basket et le collectif étaient plus forts que lui-même individuellement. Non, ça c'est clair. Il y a un truc aussi donc avec le numéro 24, je dis le plus fort, c'est que donc la finale 2009, clairement où ils sont meilleurs qu'Orlando, après une défaite contre Boston 2008 où les deux équipes étaient très très proches, j'ai envie de te dire, mais l'apprentissage de Pau-Gasol face à Kevin Garnett, elle est faite dans le dur. 2009, ils sont plus forts. Ça me fait un peu penser au titre de LeBron 2012, le premier, où ils sont clairement plus forts qu'OKC, qui en face est une jeune équipe. Mais c'est vrai que l'accomplissement le plus incroyable de la carrière de Kobe, quoi qu'on en dise, c'est cette finale face à Boston. Alors oui, le match 7, Kobe n'est pas dans son meilleur jour, j'ai envie de te dire, mais voilà, quand tu dois citer, pour moi, son plus grand exploit, il y a les 81 points et il y a cette finale face à Boston. Dans le documentaire sorti il y a 1 an maintenant, il y avait un truc qui était très clair. Quand les gens parlaient du quel est le meilleur joueur de tous les temps, il fallait avoir battu au moins les Celtics au moins une fois, quoi. Exactement. Alors ce match 7 en plus, il est pas très bon. Hein. C'est pas. Il prend 15 rebonds. Ouais, il prend 15 Il va faire autre chose. Et ça, j'aime bien. C'est un truc c'est de ça. Kobe dans les grands matchs, il y a toujours des rebonds, de la défense, d'autres choses. C'est un match. Si t'es pas très adroit. C'est un match de muerte de l'enfer. C'est un match irrespirable où les Celtics sont héroïques. Et puis ça se joue sur un tir de Derek Fisher, encore un tir de Ron Artest aussi. Mais Kobe, il est pas bon, mais il se passe quelque chose quand même. Et quelque part, ce qu'il a créé aussi avec ces joueurs-là, de dire moi je suis pas bon et je gagne sur 2 tirs de mes coéquipiers, c'est aussi la fin du cycle de dire j'ai créé une équipe, des soldats à qui j'ai confiance et qui ont confiance. Et ça, à la fin du 8, il était incapable de le faire. Il jouait avec des mecs qui avaient peur de prendre des tirs. Et finalement, ce match 7, il gagne avec ses mecs autour de lui. Et ça, c'est important parce qu'il est catastrophique hein, sur le match, en adresse. Hein. Sur le match 7, il est même dans des excès. Moi, il dit, c'est pas mon soir d'adresse, je vais faire autre chose. Il mettra un gros tir quand même à la fin. Un dagger final avec 2 dribbles, hop, un petit pull-up. Je me souviens à un moment donné, quand même, on a très peur qu'il fasse perdre le match. Hein. Oui. Bon, écoute, ça, l'histoire ne retient que l'histoire des vainqueurs, le récit des vainqueurs. Ça, c'est sûr. Mais il n'empêche qu'à ce moment-là, quand il gagne la 2e fois, et c'est vrai que la comparaison avec Jordan, pas pour dire que Kobe est aussi fort. Moi, je sais, en tout cas, dans cette époque-là, où tu te poses la question de faire le tripit, d'aller chercher un 6e titre, et donc
de te hisser au niveau de Michael Jordan. Alors finalement, ils se feront démonter l'année suivante par les Mavs de DJ Barea, fantastique. Mais je trouve que c'est quand même dingue, et on le voit en ce moment avec LeBron et les comparaisons qu'on peut voir. C'est fou de vivre, tu vois, des moments où il y a des joueurs NBA actuels qui se hissent au niveau du meilleur de tous les temps. Si ce n'est le meilleur sportif de tous les temps. Donc ça, c'était un grand moment. Et voilà, je pense que lui, dans sa tête, il a dû profiter comme rarement. Tu vois, d'ailleurs, les 7-8 dernières minutes sont dispo sur YouTube. Allez les voir avec deux lancers francs de Vujacic, avec ses filles qui rentrent sur le truc. Il y a une émotion qui est complètement folle. Comme pour le titre de LeBron en 2016, il y a des moments qui ne trompent pas dans les émotions des grands sportifs. Et celui-ci fait partie, pour moi, c'est son plus grand accomplissement. Très honnêtement. Oui, non, mais complètement. Très honnêtement. Déjà, c'est le dernier. C'est le dernier titre. C'est face aux Celtics en 7 matchs. Je pense que le scénario, il est fantastique. Le storytelling est parfait. Le storytelling est parfait. Et puis honnêtement, c'est vraiment un titre de muerte. Ils vont se le chercher. Il est compliqué. Hein, d'ailleurs, les finales pour le coup sont plutôt de très bonne facture. Notamment les matchs à Boston. Si vous en souvenez pas ou si vous les avez pas vus, allez voir. Alors ils perdent. Il en perd un notamment. Mais où Kobe a fait un deuxième carton où tu as Dwayne Wade dans les tribunes qui fait. Ouh, il est comme ça, il met 17 ou 18 sur un carton. Il y a le N1 de Derek Fisher, il se fait découper en fin de contre-attaque. Enfin, c'est des matchs, c'est vraiment des finales fantastiques. Et on le répétera jamais assez. Kobe, qui est un Lakers, un pur sang, 20 ans dans cette franchise-là, taper les Celtics en 7 matchs, c'est le plus beau de ses titres, sans problème. Pour le numéro 24, il y a quelques regrets quand même. Alors, des regrets qui ne sont pas de sa faute. La non-arrivée de Chris Paul qui aurait, d'après tout le monde, changé la fin de sa carrière, très honnêtement. L'arrivée de Steve Nash et de Dwight Howard en 2012, fiasco, ça se passe très mal avec Dwight. Steve Nash ne peut plus jouer, alors que quelques années avant, il était en finale de conférence, genre 2010 justement, finale de conf, alors qu'il était déjà très vieux, ce bon vieux Steve. Et ce farewell tour, qui, même s'il finit en apothéose, restera un mauvais souvenir pour tous les fans de NBA, c'était une catastrophe. Non, mais alors, on se souviendra de la fin, tant mieux. Et ce match tant mieux, très honnêtement, ça ne se pas, mais cette saison-là, elle est agaçante. Il est revenu pour sa dernière saison à Kobe 8, tu vois. Ouais. Voilà, dans ses Kobe excès, chiant. Dans ses excès, moi. Bon, au bout d'un moment, j'imagine que ses coéquipiers n'ont pas dû passer la meilleure des saisons. Mais ça fait partie du personnage. Voilà, c'est un personnage d'excès. Et tu es bien placé pour savoir que j'aime beaucoup les excès des... Voilà, j'aime beaucoup les gens avec des excès. Je m'y retrouve pas mal. Donc voilà, il y a plein de choses à dire sur ce mec-là. On vient de le faire. Le plus gros regret Kobe 24, pour moi, c'est 2009. C'est que ça ne soit pas LeBron en face. Ça, c'est vrai. Tu as entièrement raison. Ça, c'est le plus grand regret, je pense, de toutes mes années 2000. Tu as entièrement raison. Le fait de ne jamais voir un LeBron, Kobe en finale. Après, ils sont pas obligés de se faire sortir par le Magic. Hein. On n'a rien contre le Magic, où il y avait Mike Pietrus d'ailleurs. Hein, donc c'était très cool d'avoir un Français en finale défendre sur Kobe. Mais c'est vrai qu'on avait tous envie de voir ce LeBron Kobe. Mais bon, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais avec une relation entre les deux qui est très très forte. De frères. D'ailleurs, Kobe a dépassé Michael Jordan, c'était une fête folle à Minnesota. Quand LeBron, l'année dernière, a dépassé, donc c'était il y a un an, le 25 janvier, Kobe sur la liste des meilleurs scoreurs de tous les temps. On se souvient des messages, des tweets aussi, puisque c'est le dernier tweet de Kobe, à l'encontre de son ami. C'est vrai qu'en fait, les fans ont toujours voulu les dissocier. Mais en fait, quand tu les vois avec Team USA, quand tu les vois sur le terrain, ils sont tirés la bourre de manière... mais c'est LeBron qui a ça en lui, de manière chevaleresque, j'ai envie de te dire. C'était très sain entre eux. Ils se tirent vers le haut, voilà. C'est deux personnes qui veulent absolument gagner, avec des excès aussi. Alors LeBron arrive plus à les masquer, mais il a eu, je pense, des excès aussi, hein, sur la fin à Miami, à Cleveland. Mais c'est des gens qui veulent gagner, qui veulent aller vers l'excellence. Et aller vers l'excellence, ça ne se fait pas toujours de manière romantique et gentille. Des fois, tu as des excès. Et je respecte tout le temps ça. Moi, ce que je vois, c'est que Jordan a tiré Kobe vers le haut, que Kobe a tiré LeBron vers le haut, et ainsi de suite. Et qu'aujourd'hui, LeBron tire d'autres vers le haut. Qui Non, mais je pense que Kevin Durant ou d'autres mecs. Donc voilà, c'est comme ça que ça doit marcher. Et en tout cas, l'héritage passe de main en main. Le flambeau. Et en tout cas, Kobe c'est ce qu'il a fait. Ça a été un exemple pour toute une génération. On pense aujourd'hui à des Devin Booker, à des mecs comme ça. Voilà, ça a été un exemple. Avec des excès ou pas, on l'aime plus ou moins, peu importe. Ça a été en tout cas un exemple et un mec qui a pris un flambeau et qui l'a passé de très belle manière. Pour toi, le plus fort du coup, des deux, le numéro 8 ou le numéro 24 ? Le 24, parce que dans le basket, tu as les qualités athlétiques, tu as le travail, et puis tu as aussi l'expérience. Le croisement des chemins, c'est important entre le physique et l'expérience. Donc le numéro 24.
Numéro 24, c'est vrai, lui permet d'être la superstar de toute manière, plus dans l'ombre. Et puis les titres, on dit jamais assez, mais c'est vrai que gagner des titres, ça te permet de rentrer dans une autre strate. Il y en a qui, des rivaux du début de carrière, t'as dit T-Mac, évidemment Iverson, Ray Allen, Vince Carter, n'auront jamais la joie, pas d'être champion, parce que Ray Allen l'a été plusieurs fois, mais MVP des finales. Tu vois, être numéro 1, être meilleur joueur du monde à un moment donné, être la superstar planétaire qu'a été Kobe, parce que de toute façon, tu vois l'émotion de sa mort l'année dernière, comment tout le monde en a parlé, que tu aimes le basket ou pas. Kobe était une méga superstar, parce que Los Angeles, évidemment, on a très peu parlé aujourd'hui, mais Los Angeles, c'est Hollywood et tout, mais en fait, Kobe, c'est Los Angeles. De fait, 20 ans dans une franchise, machin, mais quand tu vas à Los Angeles, tu vois tout de suite que c'est sa ville, en fait, avec les fresques, les trucs, les machins. Il y a une espèce d'âme dans cette ville qui est parfois fake, on va pas se mentir, mais pour le coup, l'amour pour Kobe a toujours été tout à fait incroyable et réel. Et donc, je pense que, pour finir, on voit ces deux numéros qui sont accrochés en haut du Staples Center. C'est tout à fait mérité qu'il ait les deux, mais j'ai cette sensation qu'en fait, le 24, eh bien, c'est celui qui restera le plus, parce que les plus jeunes, c'est vrai, mais parce que quand tu gagnes en tant que numéro 1, ça change absolument tout pour l'héritage. En tout cas, tu me demandes de choisir, mais les Lakers, eux, n'ont pas réussi à choisir, du coup, c'est pour ça. Ils ont bien fait. T'imagines un autre mec avec le numéro 8 aujourd'hui? Non, donc les Lakers Kuzma, numéro 8. Les Lakers n'ont pas tranché, ils ont bien fait. En tout cas, j'attends maintenant que la prochaine étape des Lakers avec Kobe, ça sera d'avoir sa statue devant le Staples Center pour rejoindre toutes les légendes des Lakers. Voilà. En espérant qu'elle soit plus réussie que celle de Cristiano Ronaldo au Portugal. Alors, vu la réussite de Magic, Jabbar, Jerry West, Elgin Baylor, Pacquiao, il y a Gretzky, il y a Pacquiao aussi, donc je suis pas inquiet. Non, je suis pas inquiet, évidemment. Pour clôturer tout ça, on voulait absolument faire cette vidéo en hommage. Je pense pas qu'on la fera chaque année, ça fait 1 an que Kobe a disparu. On a aussi fait une vidéo sur Facebook avec nos meilleurs souvenirs. Polo aussi parlait plus longuement du match des 60 points. On en a très peu parlé aujourd'hui. On vous laisse découvrir ça sur Facebook. De toute manière, Kobe, c'était notre joueur préféré. Il y a LeBron qui prend le flambeau. Ce qui est bien en NBA, c'est qu'il y a toujours un renouvellement des genres, des joueurs et tout ça. Mais quand je vois ces images, moi, je resterai toujours un peu ému, un peu petit garçon. Tu sais, c'est notre idole. Et heureusement qu'on a cette petite part, c'est vraiment en nous, Erwan. Le jour où en faisant ce métier, le jour où on est blasé, il faut... Ça se verra rapidement, je crois. Il faudra changer surtout. Ouais, bon, il y en a d'autres qui changent pas et pourtant qui sont blasés. Hein, est-ce que Kobe est le meilleur Lakers de tous les temps? Ce n'est pas une... On a ta réponse dans un excellent documentaire que l'on a fait. Un petit peu de promo ne fait jamais de mal. Tout à fait. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez surtout pas à nous donner vos meilleurs souvenirs. Pour vous, surtout, quel est le meilleur joueur entre le numéro 24 et le numéro 8? Avec tout ce qu'on vient de dire, celui qui nous a fait le plus kiffer, c'est le numéro 8, mais le plus fort, le plus emblématique, c'est le numéro 24. Voilà comment on pourrait résumer cette petite vidéo. Est-ce qu'on peut finir en disant, est-ce que tu préfères Kobe 8 ou Erwan Abotret 8? Il y en a un des deux qui était plus fort que l'autre et c'est pas forcément celui qu'on pense. Oui, c'est fou quand on y pense que c'est quand même ton numéro de base. Hein. Oui, alors au début, moi j'ai pris le 15 pour la 13 Sprewell, puis j'ai compris que le 15 c'était pour. En France, ça fait plus pivot, un peu rugueux. Je sais pas, je vais prendre le 8. Et voilà. Et tu sais que moi aussi j'ai pris le numéro 10 parce que j'aimais bien ce numéro. Globalement, mais Team USS, c'est son numéro à notre ami Kobe Bryant. Merci à tous les amis de nous avoir suivis. Merci à Jérémy, merci à Paul, merci à Tom pour la préparation de cette émission. On se retrouve très rapidement. Merci à Camille pour le clip de Merci à Camille. On va le balancer sur les réseaux. Hein. Oui, bien sûr, on va évidemment diffuser ça. Ça mérite d'aller sur ESPN. Enfin, First Team, c'est bien. ESPN sur First Team pour commencer, écoute. C'est vrai, pour commencer sa petite carrière. Merci à tous les amis, et puis on vous souhaite une très bonne journée. Dommage à Kobe, puisqu'on a vu sur les réseaux, tout le monde a inondé de souvenirs et de belles photos. Ciao. I wanted to be the best big brother that I could be. He wanted to be the best basketball player that he could be. Well, the Lakers have two. Bryant to shot! Los Angeles Lakers have made it 3 straight. This kid had passion like you would never know. 20 for 46 from the three. 18 for 20 from the line and an 81-point game. What Kobe Bryant was to me was the inspiration that someone truly cared the way that he wanted to play the game.
No one knows how much time we have. That's why we must live in the moment.